Et donc, il me semble important, en tout cas, en ce jour du 25 mai, journée de l'Afrique, et dans le contexte post-Covid, où tous les éléments sont de nouveau questionnés ou re-questionnés, notamment sous le prisme de la souveraineté, il était important que le rapport sorte maintenant. Le rapport alternatif est une initiative essentielle d'institutions africaines et internationales de renom. Comme on l'a cité tout à l'heure, EDA Tiers-Monde, le Forum du Tiers-Monde, le CODESRIA, Trust Africa, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA, l'AFAD, l'Institut des futurs africains, la Fondation Rosa Luxembourg, l'ex-Africa, l'Alliance pour la fondation de la gouvernance en Afrique, ARGA, WATI, African Think Tank, l'Institut africain de la gouvernance, l'IAG, l'Institut de prospective agricole et rurale et d'autres. Chacune de ces institutions a été d'un apport incommensurable au plan intellectuel, au plan stratégique, au plan financier pour rendre cette initiative possible. Devant le kaléidoscope de rapports sur l'Afrique, classant les pays du continent selon des critères et indicateurs exogènes et néolibéraux, on peut citer le Doing Business, les rapports de la Banque mondiale, du FMI, de la BAD et d'autres institutions internationales. Le rapport alternatif sur l'Afrique vise le renversement idéologique et épistémologique des analyses sur le continent, mais également l'approfondissement et la diversification des enjeux et domaines adressés, des indicateurs de mesure des progrès et de la souveraineté des Africains. Porté également par des personnalités et des scientifiques africains de haut niveau, cette initiative élabore des rapports qui reflètent la sensibilité et le vécu des Africains dans les différents milieux où ils se trouvent. Son objectif est de contribuer de manière décisive à la consolidation des transformations à l'œuvre dans les sociétés et institutions africaines, vers l'autonomie et la souveraineté. Il est important de le souligner. Il s'agit également de rendre visibles les dynamiques et mutations à l'œuvre sur le continent, notamment celles qui sont portées par les Africains, dans leur majorité et leur diversité. Le RASA veut par ce biais visibiliser et renforcer les véritables transformations sociétales qui sont irriguées par un esprit décomplexé et des capacités d'innovation et de conquête de leur autonomie, dont rendent trop peu compte les rapports sur l'Afrique et leurs instruments. Ainsi, les débats et espaces de définition de stratégie ou de politique seront alimentés et enrichis par des connaissances endogènes et qui font sens pour les Africains. Ces connaissances seront produites sur une base crédible et valorisant les innovations propres aux Africains et renforçant leur autonomisation. Le RASA est également une réponse aux insuffisances des capacités prospectives des institutions africaines et des acteurs qui sont les moteurs des dynamiques du continent. Il compte informer les projections africaines sur le futur dans un contexte de retour à la planification à long terme aux échelles nationales, régionales et continentales. Le RASA sera également un instrument de mesure des progrès des plans à long terme et des insuffisances dans le sens de la souveraineté de ces projections vers le futur. Ce numéro 1 du RASA interroge la situation et les évolutions souhaitables du continent sous le prisme de la souveraineté. Sa publication survient dans un contexte marqué par une lourde crise
sanitaire et économique. La confirmation de notre dépendance intellectuelle et stratégique, comme le dernier sommet de Paris sur les économies africaines vient de le montrer. Les impératifs de la gestion de la pandémie ont une fois de plus mis en évidence les difficultés des pays africains dans leur capacité à transformer la situation et à garantir le bien-être du plus grand nombre de leurs populations. Le rapport estime, à juste titre, que la problématique de la souveraineté de l'Afrique réactualise la question cruciale de notre droit à l'autodétermination. Cette quête de souveraineté s'inscrit dans un contexte de mondialisation où les pays sont enserrés dans des règles et des principes du droit international qu'ils ont du mal à défaire, alors que les firmes transnationales les transgressent avec la complicité des élites politiques de nos pays. Ce qui rend les stratégies africaines en termes de souveraineté pas toujours lisibles, si tant est qu'elles soient définies dans cette perspective, la souveraineté appréhendée dans ses dimensions populaires et nationales. Toujours fidèles à leur ambition initiale, les initiateurs de ce rapport cherchent à positionner et à approfondir une approche radicalement nouvelle qui met les dynamiques socio-économiques réelles, les innovations populaires à la base, les ressources immatérielles, la centralité de la culture, le lien bioéconomique avec la nature, les pouvoirs de proximité au centre de la prospective. Le rapport est articulé autour de 7 grands axes, visitant chacun des dimensions de la souveraineté des sociétés africaines face à la mondialisation. Dans le premier axe, nous montrons que la souveraineté est aux prises avec l'impérialisme et l'hégémonie extérieure d'une part, et en conflit avec ses dimensions nationales et populaires par le bas. Les pays d'Afrique sont davantage concernés par les limites déstabilisatrices du libre-échangisme que par ses bienfaits. Les préceptes de la doxa néolibérale, outre le fait de réduire les maigres revenus des pouvoirs publics, renforcent les places subalternes des pays en développement. À la différence de la littérature classique sur la souveraineté, qui met l'accent sur la souveraineté nationale, ce rapport mobilise le concept de souveraineté populaire afin d'avoir une compréhension plus poussée des mécaniques réelles à la base de nos transformations sociales. Sous ce rapport, la crise du Covid-19 a été un analyseur de par ses impacts et une opportunité de rupture à saisir pour mettre en exergue les enjeux de cette quête de souveraineté. Après avoir mis en évidence ses conséquences économiques, sanitaires et sociales, les auteurs montrent que l'option dictée par l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, est celle d'un retour à la croissance, mais à une croissance fondée sur une stratégie d'émergence au travers de la promotion des investissements directs étrangers, du développement des zones économiques spéciales, de la baisse des droits de douane, etc. Ce retour à la normalité est synonyme d'un maintien dans un système économique mondialisé qui s'est révélé incompatible avec une souveraineté économique et politique des pays africains. C'est en ce sens qu'il a été conclu dans ce rapport que pour l'Afrique à venir, une voie lucide est celle de la déconnexion, telle que préconisée par Samir Amin. En effet, l'exercice de la souveraineté ne peut se faire sans une stratégie de déconnexion vis-à-vis du système capitaliste mondialisé. Le deuxième axe porte sur la souveraineté économique. Dans un premier temps, il est rappelé que les orientations de politique économique de l'Afrique continuent d'être prescrites par les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OCDE, le Forum économique mondial, entre autres. Dans un second temps, les auteurs montrent que la forte dépendance aux investissements directs étrangers a facilité l'offensive
des firmes transnationales que les États africains cherchent à attirer, traduisant un effet d'aubaine. Cette voie n'est pas un gage d'une souveraineté économique puisque les multinationales disposent d'un grand pouvoir qu'elles mettent en œuvre pour dicter les politiques économiques qui renforcent leur pouvoir économique et leur pouvoir financier, au détriment du bien-être du plus grand nombre des Africains. Ce rapport soutient également que l'Afrique est beaucoup plus dépendante du développement socio-économique du monde extérieur pour ses idées sur la signification opérationnelle du développement socio-économique et sur la manière dont il devrait être réalisé. Dans ce sens, le rapport postule que le développement dans sa dimension économique ne saurait s'amorcer de l'articulation à trouver avec le capital relationnel, qui est une des focales par lesquelles nous devons penser la soi-disant informalité dans les dynamiques productives africaines et l'urgente nécessité d'augmenter la production et la diffusion des savoirs intrinsèques à l'Afrique. En avançant une telle thèse, le RASA plaide pour la construction de nouveaux paradigmes, la valorisation des savoirs endogènes, l'élaboration de nouveaux appareillages méthodologiques et la rupture avec la linéarité qui enferme le continent dans le carcan conceptuel et méthodologique du néolibéralisme. Cependant, face à l'offensive capitaliste néolibérale, les États africains tentent d'organiser des résistances au travers d'initiatives panafricaines. Le lancement de la ZLECA le 1er janvier 2021 est apprécié, mais avec des réserves dans ce rapport. Les auteurs estiment que la ZLECA doit être un instrument de décolonisation économique et peut permettre d'amortir les effets des accords de partenariat économique signés avec l'Union européenne, à condition que les accords précédemment conclus soient rendus caducs. C'est une demande forte de Cheikh Tidiane, par exemple, dans ses différentes initiatives. Une initiative comme la vision minière africaine demeure également marquée par une démarche néocoloniale et a soulevé plus de pessimisme du fait de la vision étriquée et peu ambitieuse comme levier de changement structurel. Au niveau des pays, ce rapport recommande quelques voies pour retrouver une souveraineté alimentaire, un tissu industriel fort et autonome, et une gestion des ressources minières moins extravertie. Ainsi, pour la souveraineté alimentaire, il est recommandé de favoriser un développement agricole qui reposera sur 4 piliers. Une réforme radicale du foncier agricole, une garantie de prix agricole durablement rémunérateur, la promotion des systèmes de production agroécologique, la compensation des hausses des prix agricoles pour les consommateurs et le changement de leurs habitudes alimentaires. Dans le domaine de l'industrie, le rapport propose d'explorer une stratégie qui consiste à renoncer à l'insertion dans les chaînes de valeur mondiales de manière systématique. Dans cette perspective, plus spécifiquement, les pays africains devraient se focaliser sur le développement de l'industrie textile, qui a été la base de l'industrialisation de la plupart des pays du Sud, pour approvisionner en priorité les marchés intérieurs. Toutefois, il faudra, par un protectionnisme éducateur, accompagner cette industrie naissante. En fait, pour inverser l'extraversion néocoloniale, la gestion des ressources extractives et foncières doit suivre une approche systémique de transformation qui exige 3 leviers politiques. Développer les pôles stratégiques d'entreprise, favoriser les réseaux régionaux de production et renforcer l'aptitude des entreprises à prospérer sur de nouveaux marchés. Le rapport a également évalué la souveraineté économique en passant en revue la coopération Chine-Afrique, en se demandant si l'Afrique était condamnée à rester dans ce rôle de réservoir de matières premières et de débouchés,
pour l'hégémonie industrielle chinoise. Ils estiment, les auteurs de ce rapport, que l'Afrique doit trouver les moyens de tirer un meilleur profit de ses ressources naturelles en réinventant les stratégies de valorisation locale. La souveraineté monétaire, et qui est l'objet du troisième axe de ce rapport, a été appréhendée dans la perspective de l'après-franc CFA, mais aussi sous l'angle des mobilisations des ressources réelles, base d'un développement souverain. Là aussi, tout ce débat sur les DTS et le financement des économies africaines nous interpelle. Et le rapport donne des réponses. Notamment, pour ce qui concerne les options éventuelles de la mise en place de l'éco, monnaie unique de l'espace CEDEAO. Deux démarches ont été analysées sous ce rapport. Une première s'inscrit dans un certain pragmatisme et analyse les différents scénarios d'un passage à l'éco. Partant, le premier scénario envisage l'éco comme un simple avatar du franc CFA. Dans ce cas, le périmètre de la zone monétaire s'élargit sans impacter la souveraineté, qui reste confisquée par le garant, qui est la Banque centrale européenne. Le deuxième scénario suppose un éco réel, fondé sur la convergence réelle, celle du PIB par tête et non plus comme dans le cas de l'éco CFA sur le respect des critères nominaux de convergence. Dans ce cas de figure, les économies de la CEDEAO auraient l'obligation de converger vers le trio de tête constitué du Cap-Vert, du Nigeria et du Ghana. Le troisième scénario repose sur l'hypothèse d'un retour à la philosophie de la ZMAO, telle qu'envisagée en 2000 à Accra. 6 pays ouest-africains anglophones, Ghana, Gambie, Guinée, Libéria, Nigeria, Sierra Leone, ont annoncé leur intention de créer une zone monétaire en Afrique de l'Ouest avec comme monnaie éco, à côté de l'UEMOA. Cette configuration se solderait par la création d'un éco-Naira sous la houlette du Nigeria, piqué au vif par l'initiative francophone d'un éco-CFA. Enfin, le dernier scénario stipule la création de l'éco comme monnaie commune à partir des monnaies nationales. Une seconde démarche plus critique estime que la monnaie unique de la CEDEAO, telle qu'elle a été conçue jusqu'ici, ne serait qu'une alternative symbolique du franc CFA. Elle ne permettrait pas une meilleure mobilisation des ressources domestiques, puisqu'étant basée sur la même logique monétariste que le franc CFA, avec la priorité accordée à la lutte contre l'inflation sur fond de scission avec la politique monétaire et la politique budgétaire. De plus, sans le préalable du gouvernement fédéral, ou au moins de forme avancée de solidarité budgétaire, une éventuelle monnaie unique CEDEAO poserait des problèmes similaires à ceux du franc CFA. C'est notamment ce que défend notre ami Ndongo Samosila. La souveraineté culturelle a été l'objet du quatrième axe de ce rapport. Une approche transversale, panafricaniste, pour mettre en évidence la relation culture-économie, qui a été développée en 3 étapes. Une première étape a consisté à constater les échecs des modèles développementistes néolibéraux à la fois exogènes, acculturels et occidentalo-centrés, en mettant en perspective les défaillances du tout marché et les coûts d'une certaine aliénation culturelle. De ce point de vue, comme le développe notre ami Martial Zébelinga, il s'avère que le coût des modèles économiques acculturels et d'un certain mimétisme colonial de la connaissance a été la dépréciation de la très ancienne attractivité des produits culturels africains dans le monde. Dans une deuxième étape, la culture est envisagée comme une ressource idiosyncrasique stratégique pour l'économie africaine. Dans ce cas de figure, sur la base des savoirs et des sources doivent être exploités de façon judicieuse et à des fins d'application potentielles
l'architecture et les usages de la biologie. Les secteurs comme la mode, le design, les cosmétiques ou la construction sont concernés. Enfin, une dernière étape propose de culturaliser le panafricanisme en acte, ce qui apporterait un indispensable écho à l'enracinement des souverainetés. Au demeurant, la version économique du panafricanisme qui décline la quête de solidarité, d'unité, d'émancipation en promotion de l'intégration économique, monétaire, africaine et diasporique devrait accentuer sa stratégie dans les industries et artisanats culturels. Dans un contexte de développement des réseaux informatiques, de l'avènement de l'Internet et de la naissance du cyberespace, le RASA a jugé nécessaire d'examiner la notion de souveraineté au prisme de la souveraineté numérique. C'est le 5e axe de ce rapport. La souveraineté numérique est perçue comme la faculté dont doivent jouir les acteurs utilisateurs de l'Internet d'exercer leurs activités en toute liberté, loin du diktat de l'État ou des grandes sociétés de transaction. L'Afrique est certes en situation de dépendance dans le domaine du numérique et des technologies. Mais le RASA pense qu'il peut lever le défi. Et pour cela, il faudra investir dans différentes dimensions de la souveraineté numérique, notamment la gestion autonome des domaines de premier niveau nationaux, plus connus sous l'appellation anglaise de country code top level domain. Olivier Sagna est venu tout à l'heure. Deuxièmement, nous avons préconisé de rompre avec l'utilisation de logiciels propriétaires en mettant en place des politiques publiques rendant obligatoire l'utilisation des logiciels libres dans le secteur public et parapublic, notamment dans le secteur éducatif. Troisièmement, en ce qui concerne l'utilisation du cloud computing, loin de promouvoir la limite de son utilisation, les auteurs de ce rapport proposent aux États africains de se donner les moyens de créer un propre cloud en investissant dans la création des centres de données capables d'héberger les applications, les données et les services pour leur sécurité et leur environnement. Quatrièmement, la souveraineté numérique doit aussi prendre en charge la question préoccupante de la sécurité informatique. Celle-ci ayant toujours été traitée en parent pauvre au moment où les pays africains sont invités à ratifier la Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Le 6e axe a porté sur la souveraineté politique et pour le RASA, il appelle que l'État fédéral est la condition sine qua non pour une souveraineté externe récupérée. Aussi, la souveraineté interne passera nécessairement par la mise en place d'un État fédéral politiquement centralisé et dirigé sur une base collégiale pour assurer l'intégrité territoriale du grand ensemble créé. Ce nouvel État disposera de forces armées continentales. Sur le plan économique, l'Afrique étant le centre énergétique et de matières premières du monde, selon Cheikh Anta Diop, l'État fédéral conçu sur le modèle de l'ex-Union soviétique et des États-Unis va pouvoir gérer judicieusement ses ressources au profit des Africains. Ce macro-État battra sa propre monnaie avec un institut d'émission unique. La primauté sera donnée à l'industrialisation et à la mécanisation de l'agriculture. Le RASA a également esquissé les fondements et les contours d'une vraie puissance pour les États africains décomplexés et souverains. À cet effet, il s'est avéré important de déconstruire la vision de la puissance, à l'heure où les crises de toute nature ne cessent de révéler l'impuissance des puissants. La puissance de demain sur laquelle devaient miser les pays africains serait celle qui articule le court, moyen et long terme dans la pensée et dans l'action.
ainsi que dans leurs effets et impacts combinés. En plus, la puissance doit incarner une manière d'être et une manière d'agir, fondée sur des valeurs et des principes, et une méthode qui en garantisse la légitimité, l'efficacité et la durabilité. Je ne terminerai pas sans souligner les enjeux et perspectives d'une transition post-capitaliste africaine. Ces derniers résultent d'une analyse qui a permis de subodorer que l'utilisation des progrès technologiques déterminera dans une large mesure la nature de la vie sociale de l'ère post-capitaliste. Il convient dès lors pour les Africains de renouer avec les traditions radicales de lutte à l'échelle nationale et globale pour l'émergence d'une société globale nouvelle. Renouer avec les solidarités au long cours pour faire avancer la lutte des classes populaires. Ainsi, pour l'Afrique, il urge d'approfondir et d'élargir les expériences panafricaines, devant mener vers la création de l'État fédéral, qui seul sera capable de contrecarrer les stratégies de domination actuelles, prenant appui sur la fragmentation de nos peuples dans des États néocoloniaux faibles, incapables, pris individuellement, à garantir les conditions de leur propre survie, ou d'avoir une marge de manœuvre suffisante pour bien négocier de façon souveraine les termes de leur insertion dans le système mondial. Je vous remercie de votre attention.